La pluridisciplinarité à l'étranger, c'est un vrai point fort. Dans le milieu de la danse, on aime bien aussi classer les danseurs, mais c'est pareil dans tous les milieux. Est-ce que d'avoir fait de l'aérien, ça t'a fait avoir une approche différente du sol ? Si j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 jours, c'est ok. Il faut aussi accepter qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des robots. Je suis rentrée dans un espèce de cercle vicieux où j'étais en surentraînement, en suractivité parce que j'avais 10 spectacles par semaine et par-dessus tout ça, je mangeais pas, évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc c'était une forme de maladie, d'anorexie. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis vraiment sortie de là. Je peux pas manger une pomme et faire 2 shows, ça va pas le faire. J'ai vraiment pris conscience du risque. Il faut que je fasse quelque chose parce que si je tombe, je meurs. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui il y a encore un tabou sur certaines choses qui sont présentes et qui nourrissent certaines injonctions dans le milieu de la danse ? Et l'important, c'est ta performance, ce n'est pas ton poids. Et je dirais aussi de passer un peu moins de temps à penser à ce que les autres vont penser de toi et un peu plus de temps à t'aimer. Aujourd'hui, le succès pour moi, c'est quand tu fais mieux que ce que tu avais espéré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Charlotte Sumian-Hubener, danseuse chorégraphe, acrobate aérienne, professeure de yoga et maman. Vous avez déjà pu la voir dans des spectacles comme Mozart l'Opéra Rock, Star 80 ou encore au Cirque du Soleil, également sur The House of Dancing Water de Franco Dragon et plus récemment sur la Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Dans cet épisode, nous parlerons de la pluridisciplinarité, comment est-elle perçue en France ainsi qu'à l'étranger, puis de la vision du corps et de comment ce corps est perçu en tant que sportif de haut niveau, ainsi que la difficulté d'être spectateur de sa propre vie quand nous sommes en pause artistique avec sa propre carrière à certains moments de sa vie. Salut Charlotte! Salut Maïwen! Bienvenue! Merci beaucoup! Très heureuse de t'avoir en face de moi pour ce nouvel épisode. Écoute, petite question habituelle, c'est un peu ma question signature de début de podcast. Comment t'as découvert la danse et tout ce monde artistique? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très contente d'être là aussi. Alors la danse, c'est venu à moi très tôt. Je baignais dedans un peu depuis que je suis toute petite, parce que ma maman enseigne les danses de couple, mais à niveau amateur. Ok. Donc rock'n'roll, salsa, enfin toutes les danses de salon, en fait, je dansais ça quand j'avais 5 ans. Donc voilà, j'ai toujours été dans ce milieu. Et à partir autour de 12 ans, quand j'avais 12 ans, ma maman a embauché une prof de modern jazz dans son école de danse. Et donc c'est là que j'ai découvert les danses seule. Et je me suis donc mis au modern jazz. Ensuite, je me suis diversifiée en entrant dans une compagnie pré-professionnelle. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle le groupe Grenade. Non. Ça vient d'Aix-en-Provence. La chorégraphe s'appelle Josette Baïse. Oui. Et en fait, elle forme des enfants et des ados à devenir danseurs professionnels. Donc c'est vraiment génial. En fait, c'est une compagnie contempo, mais on a aussi du classique, du hip-hop et une formation pluridisciplinaire. Donc j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. Qui existe encore du coup cette formation? Oui, elle existe encore. C'est le groupe Grenade de Josette Baïse. Et tu savais très jeune que tu voulais devenir danseuse pro? J'ai découvert à 12 ans, justement, avec cette rencontre avec la prof de danse dont je t'ai parlé. Elle s'appelle Nadège Saran. Et c'est vraiment elle qui a changé ma vision de la danse, parce que j'ai découvert un style de danse qui me plaisait vraiment beaucoup, le modern jazz. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux en faire mon métier. Donc, elle a vraiment senti que j'étais passionnée et on s'est vraiment liés d'amitié forte, un peu comme une sœur, quoi. Donc, avec elle, ça a été... Vraiment, elle m'a ouvert les portes aussi, elle m'a poussée dans le sens positif à devenir pro. Trop bien. Donc elle m'a amenée à Paris, on a vu Le Roi Soleil. Ouais. Et là, quand je suis montée sur la scène du Roi Soleil, parce qu'elle m'a fait monter sur scène, je me suis dit, ok, je veux revenir là, mais en tant que danseuse, tu vois. Donc ça a été super beau. Et c'est elle qui m'a poussée à monter à Paris à l'âge de 18 ans pour passer une audition, Cléopâtre. Je suis montée à Paris pour ça. Grâce à elle, sur ses conseils. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai eu la porte d'entrée pour Lady, cette fameuse porte d'entrée que plein de danseurs ont eue. Donc voilà, ça a été suite à cette rencontre à 12 ans que j'ai vraiment eu le déclic de vouloir être danseuse pro. T'as toujours été, poussée et accompagnée par tout le monde, ou t'as senti qu'il y avait des personnes qui pouvaient se dire d'accord, mais en fait c'est quoi comme vrai métier que tu veux faire? Tu sais, on a toujours un peu ces injonctions à l'école de la danse, c'est pas encore un vrai métier. Est-ce que t'as été face à ça? Pas trop, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très soutenue par toute ma famille. Mais tu vois, j'ai voulu quand même faire une scolarité normale jusqu'à mes 18 ans, donc j'ai passé un bac littéraire.
Option danse quand même. Il fallait toujours qu'il y ait un peu de danse, mais j'ai pas fait de sport-études par exemple, tu vois. Donc j'ai fait cette option danse pour avoir un bac. Je me suis dit au cas où, au moins, si ça marche pas dans la danse, j'aurai toujours un backup. Et en fait, j'étais pas du tout attentive à l'école. C'était une catastrophe. Enfin, je m'en revois déjà en cours au lycée. On était une option danse-théâtre. Donc, imagine le mélange. Ça n'allait pas du tout. Il y avait 4 mecs dans la classe et que des filles. Et un des gars qui était en théâtre, lui, il voulait être musicien. Et du coup, lui, il jouait de la batterie sur les tables de maths et moi, je dansais. Enfin, en fait, dès que le prof, il tournait le dos, je me levais pour danser. En fait, j'avais pas du tout envie d'être là. Je voulais juste danser. Mais bon, je me suis quand même dit, voilà, je vais sauver les meubles. Donc, les profs étaient pas très conciliants sur cette future perspective de métier. Ils comprenaient pas pourquoi je voulais être danseuse, mais moi, je savais très bien où j'allais, quoi. Je voulais juste faire ça. Si t'avais c'est une question qui me vient comme ça en tête, un petit message pour les professeurs peut-être aujourd'hui ou les personnes qui travaillent à l'éducation nationale et qui pourraient peut-être justement encourager plus de personnes à poursuivre leur voie artistique, ce serait quoi ? Juste une petite ouverture d'esprit. Il n'y a pas que l'école. Il y a plein de métiers aujourd'hui. Oui, l'école c'est important, mais il y a plein de métiers qui s'apprennent sur le tas en fait. Moi, je passais autant d'heures dans les studios de danse qu'à l'école et c'est ça qui me passionnait, tu vois. Enfin, juste pousser les élèves à vraiment aller vers une voie qui leur plaît. Je pense que c'est ça qu'on pourrait dire. Yes, j'aime bien ça. Ouais. Et tu parles de plusieurs métiers. Après, t'es devenue aussi acrobate et aérienne, professeur de yoga, plein de cordes à ton arc. Est-ce que t'as toujours senti plus jeune, même quand tu faisais de la danse, que t'avais cette besoin de te diversifier ? Ou c'est arrivé vraiment après, quand t'as vraiment mis le pied dans le milieu du spectacle et du milieu professionnel, où tu t'es dit « Ah, je pense que je vais avoir besoin de me diversifier ». Alors, j'ai jamais ressenti le besoin. Ok. C'est venu à moi. Ok. Si tu veux, en fait, moi, j'étais bien dans la danse. Je voulais juste être danseuse. Je voulais être danseuse, tu vois. Et c'est quand j'ai rencontré un charmant jeune homme qui est devenu mon mari. C'est très cucu, mais c'est un peu ça qui a déclenché le truc. Lui, il était acrobate sur Notre-Dame de Paris. Tu sais, il y a des danseuses et il y a des acrobates. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a énormément de couples qui se sont faits sur ce show. Énormément. Donc là, je me dis, ok, c'est intéressant ce qu'il fait. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec mon corps en tant qu'acrobate, tu vois. Donc, bon, j'allais pas apprendre à faire des flips au sol. Donc, j'ai cherché quelque chose qui était dans mon domaine et j'ai très vite accroché avec l'aérien. Parce que l'aérien, c'est super pour les danseurs, vu que c'est un peu pour moi de la danse dans les airs, où tu utilises ta souplesse. Donc, c'est très, très intéressant de voir un corps de danseuse dans les airs. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai commencé à me former en aérien. C'est venu à moi. J'ai pas eu besoin de me diversifier, en fait. Ok. J'ai découvert ça sur cette rencontre et ensuite, j'ai poussé la porte toute seule quand j'étais sur The House of Dancing Water. Ouais. Là, j'ai vraiment commencé à me former à fond, toute seule, avec lui, avec l'aide aussi d'autres acrobates. J'ai beaucoup appris... parce que le monde du cirque, c'est un monde... Je trouve que c'est assez généreux quand même. On se donne des tips, on s'aide. Donc, j'étais un peu autodidacte. Et c'est là que j'ai mis le paquet pour apprendre l'aérien. Donc, t'as pas fait de formation pure et dure j'ai pas fait de formation ouais. de cirque. Non. Ça me fait plaisir d'entendre ça dans le sens où j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, pour faire ses preuves, il faut parfois avoir une ligne de formation sur son CV. Et en fait, non, peu importe le domaine dans lequel t'as envie d'entreprendre ce que t'as envie d'entreprendre, t'es pas obligé de faire une formation. Mais d'avoir des bonnes bases, c'est évidemment important, surtout quand tu te confrontes à la sécurité et à la hauteur et toutes les choses qui vont avec l'aérien. Alors oui, tu n'es pas obligé de faire une formation, comme moi, j'ai pas fait de formation. Par contre, faut taffer, quoi. Ouais. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Tu prends quand même des conseils de pros, c'est-à-dire que même si j'étais pas dans une école, j'ai fait attention de faire les choses bien. Bien sûr. Donc tu dois redoubler d'efforts. Et aussi, ce qui est important, c'est que si tu décides de ne pas faire de formation comme moi, faut juste jamais mentir. Tu peux pas prétendre avoir le niveau de quelqu'un qui sort d'une école de cirque non plus, mais il faut juste être honnête et dire, voilà, moi je n'ai pas fait de formation, mais voilà l'aérien que je propose aujourd'hui. Je suis une danseuse dans les airs, donc ce que je fais, c'est peut-être plus recherché artistiquement, je vais peut-être avoir un peu moins de technique que quelqu'un qui sort d'une école, mais au moins je suis honnête, voici ma formation, autodidacte en aérien, danseuse professionnelle avec une formation.
Complètement, mais c'est important de rester honnête aussi Ouais. et de pas mentir sur où t'en es arrivé aujourd'hui. Clairement. Après, encore une fois, ça montre, pardon, qu'avec du travail, on peut aller là où on veut. C'est ça, il faut beaucoup de travail, faut s'acharner quand même, Ouais. faut y dédier énormément de temps et tu apprends sur le tas. Moi, j'ai énormément appris sur le tas. Vraiment, enfin, il y a des choses que j'aurais pas ce niveau-là si j'avais pas eu l'opportunité d'être embauchée en tant qu'artiste acrobate. Donc, j'ai appris énormément entourée de professionnels. Et cette pluridisciplinarité, je pense qu'elle a été très bien perçue quand tu arrives dans le milieu du cirque, de voir que t'es pas que danseuse, mais que tu peux aussi faire autre chose. Est-ce que tu pressens parfois que la pluridisciplinarité, elle est vue différemment selon si t'es en France ou à l'étranger? Alors, très bonne question, très intéressante, et j'ai plusieurs réponses à ça. La pluridisciplinarité à l'étranger, c'est un vrai point fort. Une vraie valeur ajoutée. Je pense que les compagnies, quand ils voient un artiste qui est pluridisciplinaire et doué dans plusieurs disciplines, ils arrivent à déceler quand même un certain talent dans plusieurs disciplines, ils se disent qu'ils vont pouvoir utiliser cet artiste de plusieurs façons différentes. Donc pour eux, c'est génial en fait. Ils disent mais waouh, je vais avoir, imaginons dans le milieu de la comédie musicale, un rôle principal qui sait super bien danser, qui sait chanter, qui sait jouer la comédie, et en plus il me fait des accros. Waouh. Mais que demande le peuple? Enfin, tu vois, et pareil au cirque, en fait, c'est génial quand ils voient que tu as une danseuse qui est aussi aérienne et douée dans les deux domaines. Enfin, c'est vraiment génial, je pense. Et en France, c'est pas tout à fait pareil. De toute façon, la pluridisciplinarité, elle est vue de façon assez spéciale. On aime bien mettre les gens un peu dans les cases en France. Mais déjà, même si je reviens juste à la danse, bah c'est pareil en fait. Tu vois, dès que t'es un peu polyvalent, on a envie de te ranger un peu dans une case. Tu vois, moi, je peux te parler d'une anecdote. Quand je suis partie à Paris et que j'ai dû quitter la compagnie Contempo où j'étais, bah on m'a dit en fait, mais si tu pars faire des comédies musicales, parce que moi c'était mon rêve de faire des comédies musicales, si tu pars faire des comédies musicales, tu ne pourras plus faire de compagnie. Pourquoi? En fait, voilà, c'était juste ça, dans leur tête. Enfin, c'est ça qu'ils avaient en tête, tu vois. C'était vraiment. Alors que moi, en fait, comme je te disais, j'ai grandi dans une salle de danse où on faisait du rock, de la salsa. Je faisais le Madison le samedi soir. J'allais à mon cours de modern jazz le jeudi soir. À mon classique le lundi. J'avais le hip-hop, le contemporain. Tout ça, ça faisait partie de moi. Donc, j'avais plusieurs rêves à cette période-là. À 18 ans, c'est dur de choisir sa voie. Je trouve. C'est vraiment dur. Enfin, on nous demande de choisir. Non. Moi, je voulais faire une comédie musicale, c'était mon rêve, ou danser pour Prêle Jocage. Donc, tu vois, c'est quand même deux mondes différents. Et là, il y a eu l'opportunité de l'AID, donc je me dis, ok, je vais faire plutôt quelque chose qui me rapprocherait des comédies musicales. Mais on sait même pas si je vais faire ça ou pas. Je vais juste rentrer à l'AID. Et on me dit cette phrase. Donc, tu ne feras plus de compagnie. Ok. Passent les années. Effectivement, je fais des comédies musicales, je fais d'autres choses, je me diversifie. Et à 31 ans, je viens d'accoucher de ma fille et on m'appelle. Oui, bonjour, c'est l'assistante d'Angelin Prêle Jocage. Voilà, donc on va un truc de fou. Enfin, tu vois, c'est pour te dire que dans le milieu de la danse, on aime bien aussi classer les danseurs. Mais c'est pareil dans tous les milieux, en fait. En France, la polyvalence est pas vue comme à l'étranger. Je pense qu'en France, on voit ça comme... on pourrait penser que parce que l'artiste est polyvalent, il est moins doué dans sa discipline première. Tu comprends? Alors qu'en fait, aux États-Unis, on va penser que il est déjà très doué dans sa discipline première et en plus, il fait autre chose. Donc, c'est génial. C'est exactement ce que Émilie Capel disait dans un épisode. Elle dit moi, ma polyvalence m'a desservi en France, mais m'a servi aux États-Unis. Alors, j'utilise peut-être pas les mots exacts, mais globalement, c'était ça. Et je trouvais qu'elle avait raison. Même, elle en parlait aussi dans la danse. Tu vas faire du contemporain, puis ensuite tu vas faire du break, puis ensuite tu vas faire du classique. On a l'impression de te voir comme quelqu'un qui est peut-être paumé, ou alors qui va pas réussir dans tous les milieux, mais ça veut rien dire. Peut-être que l'objectif de la personne, c'est pas forcément d'aller réussir dans tous ces domaines-là, c'est juste d'aller se nourrir de l'approche du sol, peut-être du break pour le réutiliser en contemporain, de l'approche de la danse classique pour le réutiliser dans l'aérien, enfin, les lignes, tu vois, ces choses-là, et je trouve que c'est vraiment important de faire plein de choses, et tu ne seras pas perçu comme quelqu'un qui est paumé ou qui ne sait pas où il va, tu vois. Au contraire, je pense que toutes les disciplines se nourrissent entre elles. Oui, vraiment.
Je pense que tu deviens un meilleur danseur dans ta discipline si t'es un très bon hip-hopper, par exemple, mais que tu vas prendre des cours de classique, ben, tu peux apporter cette touche-là à ton hip-hop, en fait. C'est complètement génial. Moi, depuis que je fais de l'aérien, ma danse a évolué, mais pas en mal, hein. En mieux, vraiment. Mais c'est dur de faire voir ça aux yeux de la France, parce que du coup, si je peux poser peut-être une hypothèse là-dessus, peut-être qu'on pense qu'on passe moins de temps à se former, à continuer de se former dans notre discipline première pour pouvoir se former dans une autre. Mais pas forcément. Pas forcément. Tout est une question de gestion de temps, en fait. Est-ce que le fait d'avoir fait de l'aérien, ça t'a fait avoir une approche différente du sol ? Oui. Ouais, vraiment. Alors avant, déjà, j'étais tout dans les jambes. Un danseur a tout dans les jambes. Et du coup, bon, j'ai dû passer un an uniquement à me renforcer le haut du corps pour devenir aérienne. Donc ça, c'est un truc très important. Je suis contente de le dire. Je voulais pas oublier de dire ça parce que on peut pas se former en aérien en commençant un appareil. On peut pas dire demain je fais du cerceau. C'est d'abord tu te formes, tu te renforces et après tu fais du cerceau ou autre chose. Ou une fois que tu as le corps prêt à faire de l'aérien, tu peux débloquer plein de choses beaucoup plus vite derrière. Je vois beaucoup de danseuses qui commencent tout de suite, qui se jettent sur l'appareil sans avoir pris le temps de se former avant, de se renforcer. Donc une fois que j'avais renforcé le haut du corps et que j'ai pu faire de l'aérien, bah du coup ça m'a apporté beaucoup de choses aussi dans ma danse au sol. J'avais une autre force, une autre façon d'utiliser mes bras. Peut-être qu'avant j'avais jamais utilisé comme ça. Plus de conscience. Mon centre, laisse tomber. Maintenant j'ai un centre, il est béton. Ah bah non, mais là c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est sûr que ça a changé ma danse évidemment. Trop bien. C'est une question qui m'était venue, parce qu'on parlait du sol et de l'aérien. Je me dis, souvent, on a tendance, même parfois quand tu es danseur au sol, je dirais, avec cette approche du sol, à dire, elle est vachement aérienne dans ses mouvements ou elle est vachement terrienne. Et du coup, je voulais savoir comment ça t'avait nourri, tu vois, d'avoir un agrès. Bah, bizarrement, je suis plus ancrée depuis que je fais de l'aérien. Ah, c'est marrant. Tu vois, ouais, vraiment. T'as plus conscience, tu vois, ce qu'on disait de ce que tu fais. Et qu'est-ce que cette polyvalence t'a apporté concrètement dans ta carrière ? Ben vraiment, c'est cette polyvalence qui m'a totalement ouvert les portes du Cirque du Soleil, en fait. C'est grâce à ça que j'ai été embauchée au cirque. Pendant longtemps, je postulais en tant que danseuse et ça se débloquait pas. Et en fait, il y a très peu de jobs de danseurs au cirque. C'est très limité. T'en as sur Michael Jackson à Vegas. Il y a Mystère où il y a quelques rôles. Enfin, avant, il y avait le show de Elvis, le show des Beatles, mais en tournée, très peu, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à me former en aérien et j'ai rajouté toutes ces vidéos-là sur le site. Je fais de l'aérien, je sais faire plein de choses maintenant en peu de temps. Et donc, en fait, ils se sont dit, mais attends, cette fille, elle peut apprendre plein de trucs en peu de temps. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu accéder au cirque. Parce que t'as plusieurs styles d'artistes sur les spectacles du Cirque du Soleil. T'as des gens qui ont des solos, qui sont plus des spécialistes. Et t'as quelques rôles hybrides, comme moi, d'artistes qui peuvent faire plein de choses. Donc du coup, moi, j'étais super utilisée dans le show. J'avais plein de moments de lumière parce que j'étais en solo sur des appareils d'aérien. Ils m'ont formée sur des appareils d'aérien. C'est là que je te dis que j'ai beaucoup appris sur le tas. Moi, quand j'ai été recrutée, je savais même pas ce que j'allais faire. Donc là, tu vois, j'arrive au cirque, je regarde en l'air, je fais, c'est quoi ça? On me dit, bah ça, c'est du bungee. Je dis, c'est quoi bungee? Bah c'est ton numéro. Ah bon? Genre, mais truc de ouf, tu vois. Et ils m'ont formé comme ça sur des numéros. Donc bungee, c'est du saut à l'élastique, où t'es accroché par un harnais à 15 mètres de haut. Wow. Ouais, non mais c'est fou. Enfin, même moi, tu vois, je réalisais pas que j'allais pouvoir faire ça. Mais ils m'ont formé. Et il y avait 2 autres numéros d'aérien que je faisais sur une échelle, tout ça. Mais en plus, j'étais danseuse. Donc je dansais, j'étais dance capitaine, donc je gérais tous les danseurs. En fait, ils se sont dit, cette fille, on va l'utiliser comme un couteau suisse, tu vois. Et du coup, bah moi, j'ai eu plein de rôles. Parfois, je remplaçais une ballerine. Donc je me retrouvais à faire un solo de ballet avec un BMX. J'avais d'autres rôles comme ça de danseur. En fait, c'était génial pour moi. C'était très, très nourrissant. Et ça m'a permis de pas tomber dans une routine parce que tu fais 10 spectacles par semaine, tout le temps. Donc beaucoup de gens se lassent. Ça arrive que des artistes se lassent d'aller au travail. Enfin, en fait, ça devient leur travail, tu vois. Donc c'est bien quand t'as un rôle comme le mien où tu peux faire plein de choses et tu fais jamais vraiment la même track. Exactement. C'était justement, je me demandais personnellement ce que ça t'avait apporté, mais ça t'a nourri en fait, tout simplement. Oui. Et éviter cette routine, comme tu dis, parce que quand t'as
Là, c'était quoi, le show pendant 1 an, 2 ans? J'ai fait 3 ans de tournée. Ouais, 3 ans de tournée, et il faut les 8 tenir. mois de création. Ouais. 8 mois pour créer le spectacle. Faut tenir, hein, de refaire tous les jours la même chose. Qu'est-ce qui tu vois, avoir cette question aussi au fond de toi, de dire qu'est-ce qui va me faire aimer aujourd'hui la scène, pourquoi est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées en arrivant sur scène? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui sans dénaturer la chorégraphie, mais qui pourrait m'apporter un peu plus d'émotion personnelle? Bah oui, je pense, on fait tous ça. Ouais. Tu vas chercher une émotion au fond de toi. Parfois, tu te dis, bon, allez, je vais me replonger dans ce moment un peu triste de ma vie. Ça va me nourrir, tu vois, ça va apporter un fond à ce que je vais faire. Ou oui, on va chercher soit une nouvelle émotion, soit un nouveau geste, soit... Après, en aérien, je t'avoue que je le fais très peu parce que c'est quand même assez robotique. Enfin, ça dépend des numéros, mais parfois aussi, t'as peur que si tu changes un truc, tu sais, Oui. c'est un peu comme un toc. Si tu changes un truc, ça peut mal se passer. Donc c'est vrai qu'en aérien, j'essaie quand même de tenir ma ligne de conduite et de faire toujours la même chose. Mais quand je peux me le permettre, ou quand c'est safe, ou quand je suis plus proche du sol, oui, je change tout le temps. Ouais. Pour pas m'ennuyer, pour pas tomber dans la routine. Sinon, tu fais trop de fois le même spectacle. Ça peut vite arriver, ça, Ouais. de tomber dans la routine. Tu sens que si tu amènes trop de liberté en aérien, tu peux sentir que tu te mets en insécurité? Clairement. Pourquoi? Tu peux pas vraiment... En fait, il y a certains moments où tu peux le faire, Ouais. mais t'as des moments clés où t'es trop concentré, en fait. Je sais pas comment Comme t'expliquer. des, Il y a vraiment s'il y a des trop de- vrilles ou s'il y a des accroches à avoir à ce moment-là, Ouais. si ta tête est ailleurs, ça Ouais, peut en être fait, dangereux. moi, je pense vraiment, ok, je sais que là, je dois faire ça, de cette façon-là, pour que ça soit bien exécuté, joli et aussi safe. Point à la ligne. Mhm. Je peux pas tenter quelque chose qui risque de me mettre en danger, en fait. Oui, parce que t'es pas accroché, finalement. Ça Enfin, dépend du ça numéro, mais ouais. si je fais du cerceau ou des sangles, non, je suis pas accrochée. Aujourd'hui, comment tu trouves un équilibre justement avec toutes ces casquettes que tu as, de toujours garder cette approche avec le yoga, on en parlera après, d'avoir ces moments où du coup tu donnes tes retraites, tes cours, aussi les moments où tu t'accordes des temps de training, parce que quand tu veux rester performant, on va pas se mentir, faut s'entraîner. Et puis la musculature, c'est quelque chose aussi qui s'entretient quand t'es dans les airs, ou même quand t'es danseur. Comment tu gères tout ça? Quelle est ta routine, si on peut dire, même si on n'a pas trop, je pense, quand on est sportif de haut niveau et qu'on fait plein de choses, et en plus quand on est maman, tu vois, des fois on a beau avoir un plan précis pour la journée et puis finalement tout est chamboulé parce qu'il faut s'adapter. Comment tu trouves l'équilibre justement dans tout ça? Déjà, c'est la gestion du temps. Donc, tu dois te dire à certains moments, je fais ça, il faut un petit peu planifier. Et gérer, s'investir pleinement dans le projet le plus important du moment. Tu vois, je sais pas si c'est très bien expliqué, mais en gros, faut un peu tout maintenir tout le temps. La musculature, ça tu le disais, c'est un truc, une routine. Dès que j'ai le temps, je le fais. Mais aussi, je suis douce avec moi. C'est-à-dire que si j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 jours, c'est ok. Tu vois, il faut aussi accepter qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des robots et qu'on a tous que 24 heures dans notre journée. En plus, quand t'es maman, je te raconte pas, t'es sous l'eau. Donc, voilà, il faut être doux avec soi. Il faut se dire, bon, je fais de mon mieux et si parfois j'arrive pas à faire tout ce que je devais faire, c'est pas grave. Mais quelle est ma priorité? Et je vais m'investir à fond dans ça parce que c'est ça ma priorité du moment. Tu vois, là, en juin, j'ai chorégraphié pour Star 80. Donc, c'était génial. Mais t'as un projet comme ça qui te tombe sur les épaules, il faut s'y consacrer, en fait. Donc là, j'ai dit, ok, je mets toute mon énergie là-dessus, et le reste, quand j'aurai du temps. Donc j'ai commencé à chorégraphier bien en amont, toute seule, et dès que j'avais un moment, je chorégraphiais, tu vois. Je mettais toute mon énergie et tout ce que je pouvais sur ce projet-là, pour être sûre de bien le faire, et je préférais prendre les devants. Donc un peu anticiper, avoir plein de bouts de choré de près, j'essayais de gagner du temps. Et si j'avais un peu plus de temps dans ma journée pour aller m'entraîner aussi, je le faisais. Ou dès que je donnais mes petits cours de yoga, je continuais à donner mes cours. Mais ma priorité du moment, c'était vraiment ce projet-là. Donc c'est trouver toujours un pourcentage d'énergie à mettre à un endroit, à se dire ok, là je vais mettre 80% dans la chorégraphie et 20% du coup dans le yoga ou dans l'entraînement pour l'aérien, quoi. C'est ça. Mais si parfois tu n'as pas le choix et que tu dois complètement arrêter les autres, c'est pas grave. Il faut se dire que la vie c'est des cycles, c'est pas tout linéaire.
Et ça reviendra. En fait, il y a des périodes où tu ne peux pas tout faire aussi. Faut accepter qu'on est, comme je te disais, on peut parfois pas tout faire en même temps. Même si on a plusieurs casquettes, il y a certains moments où tu dois dire, je mets ça de côté pendant 2 mois. Ça va, c'est rien, 2 mois. Et après, j'y reviendrai. Justement, c'était un des thématiques qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, je sais pas si j'ai envie de jumper direct sur ça ou si je voulais rester sur le rapport au corps, parce que là, on a ouvert deux portes. Vas-y. Qu'est-ce que tu préfères, qu'on reste sur le rapport au corps ou sur les transitions Le rapport au corps. Le rapport au corps, ok. Mais justement, je parlais d'exigence, tu vois, du corps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, oula, j'en fais trop, je suis surmenée, et aussi de pas avoir tout ce qu'il y a autour qui va avec l'alimentation, le sommeil, le repos? Voilà, je te vois sourire, je pense que j'ai la réponse à la question, mais je te laisse y répondre avec des mots. Oui, ça m'est arrivé sur une bonne petite période de vie quand même. Tu vois, quand je suis arrivée à Macao, il a fallu que je passe de danseuse à aérienne. Et je m'étais fixée comme but de, comme je te disais, si je le fais à fond. Donc, je suis rentrée dans un espèce de cercle vicieux où j'étais en surentraînement, en suractivité, parce que j'avais 10 spectacles par semaine, 2 jours off, donc 2 shows par jour, dans l'eau. Enfin, le spectacle à Macao, il est très très physique. En plus, je remplaçais le rôle principal, donc j'étais sous l'eau. Je faisais des entrées sous-marines. Enfin, c'était un délire. Dingue. Ouais. Je sortais de l'eau. Enfin, bon, bref. Et en plus de ça, je m'entraînais le matin en cirque ou en aérien. Je m'échauffais en yoga. Ah oui, je faisais ma routine yoga. Je m'entraînais en cirque, en aérien. J'avais mon cours de danse après. Je faisais mes 2 shows. Et après le show, je restais encore pour m'entraîner. Donc, ça fait du 10 heures d'entraînement par jour à peu près. Et par-dessus tout ça, je mangeais pas. Évidemment, parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc, je m'étais mis en tête un peu des fausses idées où je me disais, plus je vais être légère, plus je vais pouvoir apprendre facilement l'aérien. Et aussi, il y avait une sorte de compétition avec moi-même où j'adorais le corps maigre des aériennes et des danseuses d'ailleurs même. J'étais dans cette vision-là du corps de la danseuse qui est très très nocif pour tout, que ce soit pour la personne qui vit ça ou celle qui... C'est horrible de penser ça, d'être dans ce cercle vicieux, mais j'étais en plein dedans, tu vois, donc je me suis laissée embarquer là-dedans. Donc c'était une forme, je pense, de maladie, d'anorexie. Ouais. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis vraiment sortie de là et que c'est bien d'ouvrir le discours peut-être pour des gens qui pourraient traverser ça, tu vois. Mais le rapport au corps, il est très compliqué dans notre milieu et je vois beaucoup de gens qui sont touchés par ces problèmes et ça peut prendre beaucoup de temps à en sortir, tu vois. Donc c'est dur de se rendre compte déjà qu'on est là-dedans et de vouloir en sortir et d'en sortir. Donc c'est un cercle vicieux, comme je te disais, mais moi je suis rentrée dedans avec des fausses croyances. Des fausses croyances de je vais me surentraîner, mais par contre, j'étais très très forte. C'est-à-dire que je m'entraînais comme jamais, j'étais en sous-alimentation totale et pourtant je faisais 10 tractions, tu vois. Va savoir d'où venait cette force. Je pense que le corps a des capacités qu'on sous-estime vraiment. Mais parfois, j'ai eu peur, tu vois. J'étais sur un trapèze à 10 mètres de haut, fallait que je tombe dans l'eau. Je me dis, si je m'évanouis avant de faire mon saut, ça va être chaud, là. Donc, ouais, je suis rentrée dans un schéma assez difficile. Comment t'en es sortie, justement? Parce qu'aujourd'hui, si t'en parles, c'est que t'en es sortie. Oui, vraiment. J'ose espérer pour toi. Ouais, et je suis très contente de pouvoir en parler. J'en ai jamais trop parlé parce que c'est quand même assez personnel et quand t'es dedans, tu peux pas en parler, tu vois, même à tes proches et tout. Mais là, vraiment, ça va beaucoup mieux, c'est fini. Donc, quand je suis arrivée au cirque, j'avais donc un rôle d'acrobate. C'était mon job à temps plein. J'allais monter sur scène tous les jours, là-haut, à 15 mètres de haut. Donc, j'ai vraiment pris conscience du risque. Je me suis dit, là, en fait, je peux vraiment, si je tombe, je meurs, tu vois. Donc, il faut que je fasse quelque chose parce que, comme je le faisais dans le passé, je peux pas manger une pomme et faire 2 shows, ça va pas le faire. Donc c'est moi qui ai demandé d'être suivie par une nutritionniste et le cirque a accepté ma demande. Donc ils m'ont offert les services d'une nutritionniste puis d'une psychologue pour quelques séances. Waouh. Vraiment. Je trouve ça courageux et bien d'en parler parce que on a tendance parfois à minimiser certaines personnes qui sont dans la santé parce qu'on se dit qu'on a un problème et que ouais, du coup ça nous met face à notre problème. Mais c'est pas un problème en fait, c'est juste aller demander de l'aide pour aller mieux, parce que même quand on va bien, c'est toujours bien d'avoir des personnes autour de nous pour nous aider à avancer.
Mais t'as besoin de l'entourage, en Ouais. fait. Et quand t'es en tournée, t'es très seule. Oui. T'as pas ton entourage. T'as pas ta famille, t'as pas tes amis. Et parfois même, tu veux qu'ils soient là pour toi, mais c'est pas possible. Moi, je me vois pas appeler ma mère à l'autre bout du monde. Ouais, maman, je mange pas. Elle va se faire du souci. Tu vois, enfin, c'est pas à elle que je dois me confier. Donc, je me suis dit, un pro, ça va être mieux. Mhm. Et elle m'a vraiment débloqué certaines choses, cette nutritionniste. Je te dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain après, hein. Ça a pris énormément de temps, mais déjà d'enlever des blocages psychologiques et des fausses croyances, ça m'a beaucoup aidée. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire exactement pareil avec des kilos en plus. C'était pas ça en fait. Ma force ne venait pas de mes kilos en moins, mais juste de ma force. Donc là, ça a été un gros réapprentissage d'accepter mon corps, de voilà, réapproviser. Attends, j'ai pas le mot, Attends. mais Réapprivoiser. Waouh. Réapprivoiser, ouais. Sorry. Réapprivoiser son rapport à la nourriture. Moi, je suis quelqu'un qui adore manger en plus. Vraiment, je suis une épicurienne. Tout ce qui se rapporte à la nourriture, j'adore ça. Donc, pourquoi m'en priver, etc. Enfin bon, bref, il faut tout revoir. J'ai une question qui me vient aussi. Quand t'étais à ce moment-là au cirque, est-ce que t'as pu remarquer qu'il y a des personnes autour de toi qui vivaient un peu la même chose et qui se sont dit « Ah, moi aussi j'ai peut-être envie de m'en sortir » ou est-ce que t'as pu sentir que t'avais été un modèle pour d'autres personnes ? Alors, c'est très spécial ce que je vais dire, mais j'ai vu des cas, mais c'est tabou en fait, tu vois. Donc en fait, j'en ai pas vraiment parlé avec elle, et c'est ça que j'aimerais transmettre comme message, c'est que j'ai vu des cas autour de moi qui n'étaient pas prêtes à être aidées, tu vois. Donc c'est pas à toi de dire t'es dans la merde. Enfin, bien sûr. C'est très très compliqué d'être à ce moment-là quand t'es malade. Enfin, pour moi, c'est une maladie. Hein. Il faut que le déclic vienne de toi. C'est pas quelqu'un qui doit pointer du doigt le problème. Donc je me voyais pas aller dire ça à ma collègue. Mais par contre, aujourd'hui, si je peux donner un conseil, c'est soyez bienveillants entre artistes, dans le sens aide-la avec des bons mots, tu vois. T'es une bonne copine. Tu peux dire à ton ami, trouver les mots justes en fait pour pas lui pointer du doigt son problème, mais l'aider à en sortir. Et moi, j'étais à l'époque à Macao dans un cercle où c'était pas très bienveillant. Tu vois, c'était plus une petite compétition à l'interne, je trouve, qui a augmenté, amplifié ce problème-là. Donc non, en fait, il faut s'aider. Complètement. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a encore un peu un tabou sur le rapport au corps dans le milieu de la danse même ? Est-ce qu'il y a encore certaines choses qui sont présentes et qui nourrissent certaines injonctions ? Je pense que oui, parce que c'est ancré dans l'inconscient collectif depuis des générations. Tu vois, enfin, on a cette image du corps parfait, de la danseuse. On a ces stéréotypes qui sont là, en fait, malgré tout. Pendant des années, on a été bassiné par des images, des pubs liées au corps de la danseuse, plutôt longilignes. Mais quand même, il y a de très grosses, énormes évolutions aujourd'hui. On voit bien qu'il y a plus du tout les mêmes corps qui sont sur scène. Ouais. On voit bien que, Dieu merci, parfois tu vois des annonces d'audition, recherche, personnalité atypique, corps, des corps différents. Tu vois qu'ils sont en recherche de ça. Et ça fait du bien, en fait. On voit même des personnes âgées sur scène. En fait, c'est vraiment génial, c'est libérateur. Et je trouve qu'il faut continuer à fond là-dedans. C'est notre rôle de danseur, de chorégraphe, ça fait partie de notre rôle de vraiment changer les codes. Complètement, et de donner une autre image aussi de ce qu'est le danseur ou la danseuse à la société. Aujourd'hui, quand j'entends des fois des phrases de « Ah, mais ça se voit que t'es danseuse », j'ai envie de leur dire « Pourquoi ça se voit que je suis danseuse ? Tu parles de mon port de tête ou parce que je suis mince ?» Tu vois, et je vais pas dire ça aux gens comme ça, mais il y a encore des questions qui se posent dans la société. Et je me dis, du coup, pour faire changer ça, c'est à nous, dans notre milieu, déjà, de montrer qu'on est OK avec... qu'il n'y a pas d'injonction. Parce que si on continue à cultiver les injonctions dans notre milieu, malheureusement, au niveau sociétal, ça continuera aussi. C'est ça. Bon, après, peut-être qu'il dit ça parce que t'es musclé, et tu vois, c'est pas que la... Pas que oui. Mais ouais, il faut continuer. Ouais, mais je ça va sens se qu'il y a des débloquer. regards, tu vois, de « Ah oui, ça se voit ». Ah oui, mais ça veut dire quoi, ça se voit ? Tu parles de mon en dehors parce que je marche en canard ou... Ouais. Non, mais c'est sûr. On est encore un peu dans ce schéma-là, on va pas se mentir. Et puis... Voilà, mais c'est pas grave parce que on évolue. Donc l'essentiel c'est que maintenant on commence vraiment à sortir de ça. Complètement.
Je te demandais justement aussi tout à l'heure ce qui t'avait aidé à aller mieux dans le fait de te retrouver avec toi-même. Et j'avais noté le yoga. Et je voulais savoir comment cette pratique, elle avait été un levier dans cette guérison et comment concrètement. T'es mignonne parce que tu voulais dire guérison, mais t'as pas vraiment dit, non. C'est vraiment une guérison. Hein. Ouais, dans cette guérison, ouais, ouais, c'est voilà, ça. j'ai dû guérir, quoi, d'un truc qui était en moi. Mais alors, le yoga, ça m'a complètement aidée. Mhm. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais moi, ça fait longtemps que le yoga est dans ma vie. Hein. Ça fait déjà presque une vingtaine d'années. Dès mon premier contrat, en fait, j'ai découvert ça, tu sais, via qui? Oui, j'ai regardé Tamara, du coup. Ouais, c'est Tamara Fernando, trop bien, qui faisait ses échauffements avant de monter sur scène sur Mozart. Oui. Et un jour, je lui ai demandé est-ce que je peux te suivre et du coup, on a fait 1 ou 2 salutations au soleil, Nadi Shodhana, la respiration alternée. Et après, moi, j'ai fait mon show et j'ai vraiment senti une grosse différence dans mon corps. En tant que danseuse, ça m'a beaucoup apporté ce jour-là. Donc, je sais pas si c'était complètement lié au yoga ou pas, mais j'ai vraiment senti une différence et ça m'a plu tout de suite. Donc, depuis ce jour-là, en fait, je vais dans plein de studios, je pratique avec plein de professeurs différents en tournée. J'ai vraiment exploré plein de formes de yoga différentes avec plein de gens très inspirants. Et le yoga, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, donc, en tant que danseur, ça m'aidait et ça m'aide toujours pour me préparer à la scène, comme je viens de te le dire. Ouais. Et là où ça m'a aidé dans cette guérison, c'est quand j'ai découvert tout l'aspect du yoga en dehors de l'aspect physique. Tu vois, en fait, le yoga, c'est pas que des belles postures sur Instagram. Même si c'est ça qu'on retient au jour d'aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est tellement grand, tout ce que ça englobe. Spirituellement parlant. Non, mais Et en fait, c'est une vraie ouverture d'esprit quand j'ai découvert tout ça. Donc, le côté méditatif du yoga et surtout toutes les valeurs qui vont avec, en dehors du tapis, vraiment. Donc, la bienveillance, la non-violence, donc envers toi-même, en premier. Donc, ne pas être violent, c'est ne pas être violent envers soi, mais quand on s'inflige ce que je m'infligeais, c'était vraiment de la violence, tu vois. L'acceptation de soi, l'amour de soi, en fait, la patience. En fait, ça m'a tellement ouvert l'esprit que évidemment, que je pouvais pas déjà me lancer dans une deuxième carrière en tant que prof de yoga sans avoir intégré ces principes moi-même. Ça fait pas de sens, tu vois. Ouais. Donc déjà, j'ai dû faire un travail sur moi et intégrer tout ça avant de pouvoir le transmettre. Et c'est quand je suis partie à Bali pour me former, donc là j'ai un peu pu me plonger un peu plus longtemps dans le yoga, que j'ai vraiment découvert tous ces aspects-là. Ça a été un peu un refuge pour toi ? Ça a été un refuge. Enfin, ça l'est encore, ouais. du coup. Le yoga en Le général, yoga en général. c'est plutôt qu'un refuge, c'est vraiment mon moment. Ok. Tu vois, et c'est un moment qui m'accompagne, peu importe ce que je traverse. Si je vais bien, je fais du yoga. Si je vais pas bien, je fais du yoga. Je suis jeune, je fais du yoga. Quand je serai vieille, j'en ferai aussi. Et j'étais enceinte, je faisais mon yoga prénatal. En fait, il y a un yoga pour chaque période de vie et ça m'accompagne tout le temps. Donc, c'est même pas mon refuge, c'est mon moment et je dois l'avoir parce que c'est ça qui me maintient en bonne santé, mentale, physique, sur tous les plans. Pour avoir un rapport plus sain, comme on dit, mental, physique. C'est pour ça que j'adore aussi enseigner parce que je transmets vraiment ça dans mes cours. Tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus de yoga dans les formations de danse ? Ah, évidemment. Yoga pour danseurs. Je suis pas la seule à enseigner ça. On est plein de danseuses à enseigner cette forme de yoga. C'est trop bien. C'est génial. Parce que t'as des corps qui sont prêts en plus. Donc tu peux vraiment t'éclater, apporter un vrai challenge physique aux danseurs. Parce que quand tu n'es pas rentré dans tout ce dont je viens de te parler, le côté spirituel, ce qui t'attire dans le yoga, c'est le côté challenge. En tant que danseur, c'est trop bien. On va faire des postures. Il y a un dépassement de soi qui est vraiment exceptionnel. Donc, tu fais faire ça à des danseurs et ils vont débloquer des choses en eux, que ça soit physique ou mental, ou enfin, qui vont vraiment les aider, leur permettre de se sentir mieux sur scène, en dehors, dans la vie, d'être moins stressés, parce qu'on est vraiment stressés, les danseurs. Hein. C'est horrible quand on est tout le temps stressé. On va en audition, on est stressé. Avant de monter sur scène, on est stressé. Enfin, je parle pour moi, en tout cas, moi j'étais très stressée. Je sais pas si tous les danseurs sont stressés, mais je pense qu'il y a toujours un peu de stress, mais même il y a l'adrénaline, tu vois, qui se mélange avec. Quand tu montes sur scène, t'as le stress, mais c'est l'adrénaline aussi, donc il y a toujours une forme de stress. Puis le stress de pas trouver de travail, le stress de même cogiter de pourquoi j'ai pas été prise. Enfin, finalement, tu peux associer tout au stress, quoi. C'est dans la tête. Ouais. Mais ouais,
Je dis pas que maintenant je suis plus stressée. Je suis encore stressée parfois, selon l'enjeu, évidemment, mais ça m'aide. Tu vois, j'ai des vrais outils, une vraie routine, un rituel, des respirations, des trucs, ce sont des clés pour moi pour être mieux. Et aujourd'hui, justement, avec du recul, quel message t'aimerais faire passer à d'autres danseurs ou danseuses qui traversent un peu des périodes similaires de doute, de stress, même au niveau de... ça peut être lié aux troubles du comportement alimentaire, le rapport au corps, si t'avais un mot. Le mot, ce serait vraiment d'en parler, que ça soit à son entourage proche ou à des professionnels comme j'ai eu la chance de le faire, quoi, parce que ça va vraiment t'aider à débloquer... Ça peut être très très court, comme une longue thérapie en fait. Peu importe ce dont tu as besoin, mais ouvrir la parole. Et je dirais aussi de passer un peu moins de temps à penser à ce que les autres vont penser de toi et un peu plus de temps à t'aimer. Tu vois ? Passe plus de temps à t'aimer tel que tu es et moins de temps à penser au regard des autres. C'est quelque chose qui te bloque ou qui t'a bloqué le regard des autres ? Horrible. Ah oui. Mais c'est horrible parce qu'on est tout le temps jugé. On est tout le temps jugé. Alors moi, tu vois, je commençais l'aérien, mais je me disais, mais je vais prendre des épaules. Donc je vais plus booker de job en tant que danseuse parce que je vais avoir des épaules. Mais c'était pour ça que c'est parti, hein, mon schéma aussi. Hein. T'as des croyances dans ta tête, tu vois. Donc en fait, c'est le regard des autres. Tu dis, ouais, mais bon, maintenant, elle a un corps d'acrobate, elle peut plus danser. En fait, c'est des schémas dans ton cerveau. Parfois, ça s'avère vrai selon les personnes, mais parfois non. Ouais. Tu vois, là, sur Jean-Paul Gaultier, le message sur le spectacle que je fais, c'est « tout le monde, il est beau ». C'est très cucu, mais c'est vrai, tout le monde, il est beau. Ouais. Et en fait, ils m'ont foutu en corset, et moi, j'aimais pas mes épaules, et j'ai caché mes épaules pendant 10 ans depuis que je fais de l'aérien, et là, j'étais forcée de les aimer, parce que déjà, je porte le corset de Jean-Paul Gaultier, donc si j'aime pas, ça peut pas marcher, en fait, faut l'assumer, faut le vendre, tu vois. Mais du coup, en fait, ça te force à te dire, bah, en fait, peut-être que ce que je n'aimais pas chez moi, il y a d'autres personnes qui vont l'aimer. Et eux, ils adorent ce corps un peu musclé, limite androgyne, tu vois. Donc, en fait, si tu plais pas à telle personne, c'est pas grave parce que tu plairas à quelqu'un d'autre. Puis de toute façon, le corps, il bouge tellement que dans 10 ans, tu te diras « Oh là là, mais pourquoi j'aimais pas mon corps il y a 10 ans ?» Enfin, ah ouais, j'ai vu un truc super mignon à ce sujet. C'est vrai ? Ouais, je dis, quand on aura 80 ans, tu vois, on dira « Mais notre corps de 30 ans, mais j'en rêve ». Ouais. C'était un rêve, en fait. Enfin, rendez-moi ce corps-là. Et aujourd'hui, on lutte... sur certaines choses, sur cet aspect physique. Là, on parle sur l'aspect physique, mais à 80 ans, on se dira aussi mon corps de 30 ans parce que mes articulations, parce que j'étais en forme, je me faisais pas un lumbago en sortant du lit. Enfin, tu vois, j'extrapole peut-être, mais c'est aussi toutes ces choses-là qui sont importantes à prendre en considération aujourd'hui à 20 ans ou 30 ans, de se dire, oui, bien sûr. Quel bagage on a et quelle chance on a de vivre dans cette maison qui est la nôtre, et il faut en prendre soin. Donc voilà le message pour les jeunes ou toutes les personnes qui pourraient traverser ça. Et je sais encore, je me permets de parler, mais j'ai eu de la chance parce que je suis pas restée là-dedans trop longtemps. Et je sais qu'il y a plein de filles dans ce milieu qui sont enfermées dedans. Enfermées. C'est très dur d'en sortir. Mais j'espère que... Toi, ça me touche, mais j'espère que c'est tes mots... je sais pas, franchement, je sais pas si j'ai un impact... j'ai pas la prétention de dire ça, mais franchement... la vie passe trop vite et ça te prend tellement de temps de penser à tout ça. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Qu'est-ce que j'aimerais manger mais que je peux pas manger? En fait, c'est tout le temps. C'est ça, tout le temps dans ton cerveau. Donc, passe ton temps à faire autre chose. Voilà, aime-toi, aime la vie et prends conscience des risques aussi que t'es en train de t'infliger. Ouais. Tu vois? Enfin, moi, j'aurais pas pu avoir d'enfant à cette période-là. Tu vois, j'ai eu une bloc... Enfin, j'avais pu... pas possible, pendant 2 ans. Donc, en fait, c'est ça aussi qui a déclenché. Je me suis dit, je veux des enfants, il faut que je mette les choses en place maintenant pour pouvoir en avoir plus tard. Ouais. Donc, voilà, aime ton corps et vraiment, sois dans la gratitude envers ton corps qui te permet de danser. Et l'important, c'est ta performance. Ce n'est pas ton poids. Exactement. Et il y a quelqu'un qui va vraiment adorer ton poids et ton aspect physique, parce que c'est quand même sur ça qu'on est jugé, hein. Donc tu vas peut-être réussir ce casting-là et pas un autre. Mais peut-être que si t'avais eu 6 kilos en moins, c'est l'inverse. Ouais. Peut-être qu'on t'aurait pas pris sur ce job-là, mais sur l'autre. Interminable. Stop. Tellement.
Interminable. C'est vrai que je te de chercher d'autres. Tu vois, c'est sans fin. Mais c'est sans fin. Donc, ouais. Faut vraiment sortir de là. C'est trop nocif. Complètement. On va passer sur la dernière thématique justement avec laquelle j'hésitais tout à l'heure. Sur le moment où dans ta vie tu t'es retrouvée spectatrice de ce milieu-là dans lequel tu es. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Parce que ça peut être lié à n'importe quel sujet, que ce soit la blessure ou d'autres choses. Mais du coup, comment toi t'as vécu cette période intérieurement, ce moment où du coup tu accompagnais ton mari sur des tournées et tu voyais en fait, tu voyais mais tu ne participais pas au spectacle. Ouais. Alors en fait, j'étais très partagée. Il y avait une partie de moi qui disait ok, t'as trop de chance parce que t'es en tournée avec ta fille et ton mari a un job, il travaille, tout va bien en fait. Profite. Mais en fait, j'arrivais pas à être à 100% dans cette acceptation de vie parce qu'il y a une partie de moi qui était complètement écorchée, quoi. Charlotte l'artiste, à ce moment-là, elle n'existait plus. C'était Charlotte la maman. Et du coup, ça a été super dur comme période, c'était très compliqué à gérer. Et d'être juste spectateur pendant un long moment comme ça te force à te retrouver autrement qu'en tant qu'artiste, alors qu'on a passé toute notre vie à exister en tant qu'artiste. Comment j'existe maintenant si je peux plus être sur scène? Enfin, je te dis, je peux plus être sur scène, j'étais pas blessée, tu vois. Mais en fait, c'était impossible. Lui, il avait un job au Cirque du Soleil à temps plein. Et moi, j'étais avec ma fille qui était un nouveau-né. Donc je pouvais pas partir à droite à gauche. Et j'ai essayé, mais comment je fais? Alors je prends un avion, je laisse ma fille à ma mère dans le sud, je remonte, je fais 2 semaines de job. En fait, je m'en sortais pas. J'essayais vraiment de trouver des solutions et ça marchait pas. Donc je perdais mon temps. Et voilà, en fait, c'était juste difficile d'être à cette place-là de spectateur, surtout que moi j'avais travaillé à cet endroit-là quelques années auparavant. Ouais. Donc je retourne dans le chapiteau en tant qu'accompagnatrice. C'est pas le même spectacle en plus, donc personne me connaît. Donc là, en fait, personne ne sait que je suis artiste finalement. Donc en fait, tu te sens inutile, tu te sens oublié, alors qu'en fait c'est qu'une période de vie. Il faut arriver à voir plus loin et à se dire ok, ça va passer. C'est qu'une période de vie, mais quand t'es dedans, quand tu le vis, ça paraît très long quand même. Bien sûr. Ouais. Tu t'as senti qu'il y avait l'ego qui avait un peu pris le dessus sur tout ça. Alors quand je parle d'ego, je l'aborde pas de manière négative, mais oui. Ce rapport à l'ego que t'as peut-être dû aussi apprendre à apprivoiser. Oui, c'est sûr. De toute façon, les artistes, on a tous un ego quand même, un petit peu. Enfin, c'est aussi ça qu'on aime bien briller quand même. Donc là, tu te dis, je suis plus dans la lumière. Comment je fais pour exister si je suis plus dans la lumière? Ton ego, quelque part, c'est aussi de se dire, ok, moi, je pensais que j'allais y arriver, j'allais avoir un enfant, mais que j'allais continuer à performer et tout. En fait, t'es face à la réalité et qui te dit non, pas tout de suite. Peut-être plus tard, mais là, en tout cas, maintenant, c'est pas possible. Donc oui. Un petit peu. Ouais. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que aussi apprendre à comprendre ce qui se passe au fond de toi, te dire, attends, qu'est-ce qui me rend triste? Pourquoi je me sens seule? Pourquoi je me sens inutile? Toutes ces questions-là que tu te poses. Est-ce que ces questions-là, elles t'ont permis aussi d'en apprendre un peu plus sur toi? Ouais. En fait, comme je te disais, ça te met face à la personne que tu es en dehors de ton métier d'artiste. Donc, on sait un peu... je pense que les artistes, on pense que c'est ça qui nous définit. Notre métier, notre passion. Mais non, en fait, on n'est pas que ça. On a plein de parts en nous. On est plein de choses à la fois. Tu vois, t'es Maïwenn qui fait des podcasts. T'es Maïwenn l'artiste. Plus tard, tu seras Maïwenn la maman, peut-être. Enfin, tu vois, en fait, t'as plein de parts en toi. Il faut juste ouvrir les yeux sur toutes ces autres parts de toi pour pouvoir continuer à exister. En fait, moi, je me suis dit, ce que j'ai appris sur moi, c'est heureusement que j'ai le yoga dans ma vie, par exemple, et d'avoir un autre métier en dehors de la scène. C'est vachement important, je trouve. Oui. Parce que c'est sain. C'est sain, à un moment donné, si tu peux plus exercer ton métier d'artiste, t'as quand même quelque chose d'autre qui te passionne et que tu aimes faire. Complètement. Il y a eu le Covid, où on a tous vécu ça, qui nous a mis face à cet arrêt forcé. Mais du coup, moi, je l'ai vécu à ce moment-là aussi.
Ouais, mais on revient sur le yoga, c'est ce qui t'a permis de garder le cap à ce moment-là. Ouais, beaucoup parce que du coup, je donnais des cours, beaucoup de cours, dans les studios, en tournée, un peu à l'étranger, ça c'était génial. En visio, tu vois, j'ai créé une plateforme, j'ai fait plein de cours en ligne, je mettais tout sur ma plateforme. En fait, ça m'a permis de développer quelque chose et je me suis dit, ok, toute seule, je suis capable de développer mon projet. Donc là, c'était dans le yoga, mais ça, en fait, ça te montre que tu peux faire de l'entrepreneuriat, tu vois, tu peux entreprendre, tu peux développer ton propre projet. Donc oui, c'est sûr que le yoga, ça m'a aidé à garder une activité. Ouais, ça donne d'autres priorités sur ta carrière. Parce que, encore une fois, on n'est pas que artiste, on ne se définit pas que par ça, et c'est ça. On peut faire d'autres choses. Mm. Et quand plus tard, du coup, tu es remonté sur scène, parce que, ok, il y a eu cette petite pause, mais aujourd'hui, tu remontes sur scène. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors j'ai ressenti comme une libération en fait, de se dire waouh, c'est là que je suis bien. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie pour être là. Après, je suis repartie en tournée aussi, donc ça m'a aussi reconnecté avec ma vie de femme, en dehors de ma vie d'artiste. Donc c'est vrai, de remonter sur scène, ça a été un vrai déclic. Mais cet arrêt forcé, ça m'a vraiment permis de prendre du recul pendant toutes ces années sur comment j'allais revenir dans le milieu artistique. Parce que je me suis dit, j'ai le yoga, j'ai cette chance-là d'avoir quelque chose à côté. Est-ce que je souhaite vraiment faire ça pour le reste de ma vie ? La réponse est, j'adore faire ça. Je suis passionnée aussi et investie, mais non, je veux pas faire plus que ça toute ma vie, parce que ma passion première et ce qui m'a motivée à entreprendre toute cette carrière, c'est la danse. Donc j'ai passé quand même 20 ans à cultiver ça et à créer un réseau, à me former, enfin tout ce que j'ai accumulé comme connaissances pendant 20 ans, je veux les utiliser encore. Bien sûr. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que je me suis dit, attends, je suis pas finie là. non, c'est juste une pause en fait. Le yoga, c'est super, c'est là, c'est en moi. Aussi, peut-être que je continuerai à me former. Mais la Charlotte artiste, elle va continuer d'exister, peut-être autrement. Bien sûr. Donc je me suis dit, quand je vais revenir dans le milieu d'une façon ou d'une autre, peut-être que je remonterai sur scène si ça se propose à moi. Donc là, ça s'est proposé à moi sur Jean-Paul Gaultier. Ouais. Mais c'est pas ma priorité. Maintenant, je veux devenir chorégraphe. Donc chorégraphe acrobatique, je vais vraiment mettre toute mon énergie là-dedans pour revenir dans le milieu artistique avec autre chose, avec tout mon bagage, pour le réutiliser d'une autre façon. Mais je me disais quand même, je suis encore en forme. Donc si on m'appelle sur un contrat, je peux remonter sur scène. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Paul Gaultier, tu vois. Trop bien. Je me dis après, c'est dommage de pas le faire, alors que je suis encore physiquement en forme. Et puis j'avais besoin de ça aussi. Ça m'a fait comme une bulle d'oxygène, tu vois, comme tu disais. Oui, surtout quand on a envie. Ouais. Je pense que on sait pourquoi on monte sur scène, donc on peut pas... Tu peux pas refuser des fois des opportunités comme ça. C'est clair. Tu dis, mais je sais ce que ça va m'apporter, tu vois. Oui. Cette bouffée d'air frais. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, d'avoir vécu cette grande période de je dirais, de rien artistiquement, ça te permet à l'heure actuelle de mieux apprécier ces moments de rien et de te dire, ok, c'est plus des moments peut-être de pause pour moi, d'aller faire autre chose, d'aller faire des musées, J'ai un peu l'impression qu'il y a toujours cette course à faire ses preuves, tu vois. Et c'est important de continuer à faire ses preuves, mais je pense que c'est important aussi parfois d'avoir rien et de se dire, bah ouais, je vais rien faire et me balader ou prendre des vacances. J'adore ta question. Vraiment, je suis fan. Oui, la réponse est oui à 2000%. Tu vois, maintenant, je cours plus après le travail. Si j'ai des opportunités qui se présentent, et je suis à la recherche des opportunités, je dis pas que j'attends que ça me tombe tout cuit dans les bras, mais quand les opportunités se présentent, je suis très 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 heureuse, je prends le travail avec grand plaisir et j'y vais à fond. Par contre, comme je te disais, si j'ai un job ou une opportunité, c'est à 100%, mais si j'en ai pas, pour une raison ou pour une autre, c'est ok. Je vais prendre le temps de souffler, et je vais accorder ce temps-là à d'autres projets, perso, ou à ma créativité. Donc, je vais pouvoir développer ma créativité. Je vais pouvoir me reposer aussi par moments. Profiter de ma famille. Ouais. En fait, juste voir la vie qui déroule sous nos yeux. J'ai pas envie... Ça a été bien, cette pause forcée, parce que ça m'a appris à apprécier le rien, tu vois. J'ai pas envie, plus tard, de me dire... ok, ma carrière est super, mais j'ai pas vécu, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quand même super. C'est que quand il y a rien, il y a pas rien. C'est vrai. Avant, j'étais dans le FOMO. Tu vois, le FOMO, c'est Fear of Missing Out. J'étais tout le temps comme ça. J'étais en tournée au Cirque du Soleil, mais j'avais l'impression que je ratais tous les jobs en France.
Quand j'étais en France, j'avais l'impression qu'il fallait que je reparte à l'étranger. En fait, c'était un cercle vicieux, encore une fois, de jamais être pleinement présent là où t'es. Et j'ai plein d'amis aujourd'hui qui encore, des fois, ils me disent « Chacha, c'est chaud là, j'ai pas de taf pendant 2 semaines. » Ok, j'ai dit « Tu vas respirer, ça va aller. » Parce que tu sais que dans 2 semaines, quand tu vas avoir du taf, tu vas être sous l'eau. Et après, tu vas m'appeler, tu vas me dire « Je suis sous l'eau. » Donc, respire. Et c'est 2 semaines, tu vois. Dis-moi, j'ai pas travaillé pendant 2 ans. Ouais. 2 ans. Et ça va, en fait. Donc, prends tes 2 semaines, kiffe, va en vacances, et puis tu reviendras recharger. La vie, elle est toujours très bien faite. Elle te Ouais. ramènera toujours ce qu'il te faut sur ton chemin, je pense. Oui, et si vraiment. si elle ne te les met pas sur ton chemin, c'est que tu as peut-être besoin de temps pour toi, Ouais. de travailler personnellement ou professionnellement parlant sur d'autres choses. Et il faut vraiment accepter ces moments-là. Ouais. Et ça te force à aller puiser dans tes ressources. Ouais. Ça, c'est important aussi. Parfois, quand t'es dans le mal ou quand t'es complètement à côté de la plaque de ce que tu penses que tu voulais faire, Ouais. ce que tu voulais faire, t'es à côté de la plaque. Tu fais pas du tout ce que tu avais imaginé. C'est pas grave. Parce que tu vas développer d'autres skills, tu vas te nourrir d'une autre façon, et quand ça va revenir, t'auras débloqué autre chose. Exactement. Et tu reviens toujours plus fort. Oui. On arrive à la fin de l'épisode, Charlotte. Oh là là. Déjà, ça fait 1 heure qu'on papote. Ça Ouf. passe vite. Justement, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te rend la plus fière de tout ce parcours, de tout ton chemin? Bah, ce qui me rend fière, c'est d'avoir réussi à vivre jusque-là de ma passion. Tu vois, de pouvoir se dire chaque matin, je me lève, je fais quelque chose que j'aime. Ça, c'est une fierté de me dire, voilà, jusqu'ici, je vis grâce à ma passion, à mes passions. Tu sais, il y a la phrase qui dit, fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Ouais. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est ça, la fierté. Et c'est le fait de vivre de ta passion qui te fait encore vibrer aujourd'hui quand tu danses ou tu crées? Ou c'est d'autres choses? Ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, c'est pas vraiment pareil. C'est là ce que j'adore. Je suis dans ce stade-là de transition artistique, donc c'est un peu spécial aussi. Mais là, ce qui me fait le plus vibrer, c'est quand j'imagine quelque chose et que ça prend vie. Voilà, quand mes créations ou mon imagination prend vie. Quand je crée un numéro, par exemple, un numéro d'aérien, ou quand je crée des chorégraphies et que je les vois interprétées par d'autres danseurs, mais je trouve ça vraiment génial. Ouais. Tu vois, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de créer une choré et de me dire, ok, je vais créer une choré que je pourrais faire bien, mais sur cette danseuse-là, ça va déboîter. Tu vois, parfois, je fais ça, je pense à une autre danseuse qui est meilleure que moi dans un style, par exemple, et je me dis, ok, je vais pouvoir faire cette choré, mais elle va la déboîter. Ça me fait vibrer. Ouais. Attends, quand je vois les danseurs, en plus, les petits jeunes qui arrivent, qui ont l'énergie, la patate, tu leur donnes des chorés, ils déboîtent ça. Là, je suis en kiff. Je suis vraiment en kiff, mais grave. De ouais, voir ouais. des artistes qui défendent Oui. ton travail, ça rend Voilà, hyper fier. vraiment. C'est vraiment ça, c'est génial. Tu vois, ouais, vraiment. De voir d'autres artistes qui interprètent ce que j'avais imaginé, c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est quoi aujourd'hui la définition du succès? Est-ce qu'elle était différente de celle d'il y a 10 ans? Je pense que oui, parce qu'il y a 10 ans, je pensais que le succès, c'était de décrocher un contrat. Pourquoi dans ma tête, je m'étais dit, ok, je serai successful le jour où je ferai une comédie musicale, comme je te disais, enfin, il y a 20 ans, par exemple. C'était ça dans ma tête. Aujourd'hui, le succès, pour moi, c'est quand tu fais mieux que ce que tu avais espéré. Tu vois, quand finalement, ta carrière, elle dépasse tout ce que tu t'étais imaginé. Pour moi, c'est un peu ça le succès, c'est que de fil en aiguille, une porte qui s'ouvre, une deuxième, finalement, tu accèdes à des choses que tu n'aurais même pas pu imaginer. Ouais. Tu vois, moi, quand j'étais à l'AID, enfin, tu m'aurais dit que j'allais faire Cirque du Soleil, que j'allais avoir un rôle à Dragon, enfin, jamais j'aurais pu imaginer tout ça, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça le succès. D'être capable de, ok, se fixer des objectifs, mais se dire, je pense, faut laisser aussi la vie décider quand il y a mieux. Exactement, faut pas se fermer des portes, faut pas se dire je vais pas faire ça parce que ça me correspond pas. Pourquoi pas? Si t'es curieux, tu vois, si t'es curieux et que t'as envie d'apprendre, ça peut t'amener loin en fait. On finit jamais d'apprendre, c'est quoi ton plus grand rêve encore à accomplir? Ouh là là. Je dis ton plus grand rêve, mais ça peut être plusieurs. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un rêve, tu vois, parce que je parle plus trop, j'ai même plus envie de dire j'ai un rêve. Maintenant quand je rêve, c'est, enfin, les rêves c'est la nuit, tu vois. Enfin, c'est très, très abstrait, la notion de rêve, c'est que, oui, la nuit, je vais faire des rêves, mais c'est pas vraiment concret, tu vois. Maintenant, je suis plus dans le concret, sur mes projets, mes ambitions, c'est quoi? Donc, oui, mes plus grandes ambitions, mes plus grands projets, c'est de revenir sur les mêmes productions avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler en tant qu'artiste, mais en tant que chorégraphe.
Ça, c'est mes plus grandes choses à accomplir. Ce qui me ferait vraiment rêver, c'est ça. Et ça fait partie de tes projets futurs? Je me le souhaite, hein. Oui, ça fait partie de mes projets futurs. Voilà, j'aimerais beaucoup chorégraphier une comédie musicale en France, retourner au Cirque du Soleil en tant que chorégraphe ou chorégraphe acrobatique. Voilà, bosser avec Dragon, côté artistique, bien sûr, faire partie d'une équipe créative pour, je sais pas, des cérémonies d'ouverture, enfin, des grandes choses, en fait. Là, je suis vraiment excitée par des grandes choses, mais j'ai vraiment envie de passer de l'autre côté, et c'est ça qui me fait vibrer. Et quand je disais tes projets futurs, c'est dans un temps proche, tu sens que tu as des choses qui sont palpables, là, que tu vas mettre en place? Oui, sans dévoiler, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont encore privées, mais... en fait, tu vois, là, déjà, je travaille avec des artistes, des chanteurs, beaucoup. J'ai un groupe de musique, Deluxe, avec qui je bosse depuis très longtemps. D'ailleurs, Deluxe, pour la petite histoire, le batteur du groupe, c'est lui qui faisait du tam-tam au lycée sur les tables. Non. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus, tu vois. On est très très proches. Donc avec eux, je bosse depuis des années, tu vois. Et en fait, je bosse aussi avec Louisa, la chanteuse. Donc j'ai envie de continuer, je vais continuer dans mes projets futurs à travailler avec ces artistes-là, continuer à développer ce travail de chorégraphe pour des artistes aussi, continuer de chorégraphier, de consacrer mon temps à ce milieu, continuer de créer. Voilà, je suis dans une continuité de transition artistique dans la chorégraphie. Je reviens sur les artistes, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des chanteurs de savoir bouger sur scène pour avoir un vrai ensemble avec les danseurs. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Exactement, et c'est super important parce qu'on peut vraiment apporter une autre dimension à leur concert, en fait. C'est très bien qu'ils en prennent conscience parce que t'as un chanteur qui chante bien et un chanteur qui chante et qui en plus a une prestance physique. Et c'est important d'avoir un coach à la hauteur, ou en tout cas un coach qui va te comprendre et qui va t'amener dans un mouvement qui te ressemble. Tu vois, donc sur scène, quand t'as des chanteurs qui sont à l'aise, ça apporte vraiment une autre dimension au concert. Ouais, toujours de mélanger les arts, toujours cette question de pluridisciplinarité finalement. C'est ça. De boucler. Oui, c'est clair. Est-ce que t'aurais un dernier mot, Charlotte, pour clôturer cet échange? Déjà, merci. Je voulais te remercier pour ce que tu fais pour le milieu artistique de manière générale. C'est super agréable de t'écouter, d'écouter les podcasts. Je suis une auditrice aussi, donc c'est top. Continue. Merci. Et pour tout le monde, continuons de vivre de notre passion et il faut réaliser qu'on a quand même de la chance de faire ça. Donc, il faut continuer à se battre pour notre art. Nos arts, défendre notre beefsteak bien comme il faut, comme tu le fais ici grâce au podcast. Voilà, la diversité, tout ça, ce sont des beaux messages, je pense. C'est important, c'est important. Je pense qu'on le voit, plus on en parle et plus on voit les choses bouger et ça nous rend heureux. C'est ça, donc on a beaucoup de chance de faire ça et bienveillance dans le milieu et voilà, continuons sur cette lancée. Beau mot de la fin. Merci Charlotte, merci à toutes et à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser une note et un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, peu importe. À écrire aussi à Charlotte. Si vous avez des petits mots à lui envoyer sur Instagram, je mettrai tous ces comptes sur la description de l'épisode. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, merci beaucoup. Merci. S'il y a un moment dans le podcast ou dans l'enregistrement de l'épisode... J'ai vachement mis en silencieux là. Waouh, je peux d'aide. Ok, vas-y, continue. Donc je continue de parler, tu me dis si c'est bien le test.